Et en passant par le travail ou la transition écologique et Matignon, Elisabeth Borne est l'une des incontournables de la Macronie. Son nom est lié à la réforme des retraites, aujourd'hui redébattue. Elisabeth Borne est aussi dans la direction de Renaissance, aux côtés de Gabriel Attal, où elle hésite de moins en moins à faire entendre son point de vue, pour ne pas dire sa différence. Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, est l'invitée de LCP lundi, c'est politique. Bonsoir et merci de votre fidélité à LCP. Bonsoir Elisabeth Borne. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau avec moi dans cette émission pour vous interroger pendant 1 heure en direct. Clément Méric de LCP. Bonsoir, bonsoir. Clément. Bonsoir Sonia Gaubry de France Info. Laurent Farc de Challenge. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Et bonsoir Maël Morin. Bonsoir. Vous allez, grâce à la chaîne Twitch LCP Assemblée nationale, nous faire remonter tous les commentaires, les remarques, les questions qui peuvent intervenir en ligne et qu'il vous fera remonter directement. Avec vous Elisabeth Borne, nous allons parler de vacances scolaires. On est en plein dedans. Ça a commencé pour les vacances de printemps. Sont-elles trop longues? C'est une question qui a été relancée par Emmanuel Macron à propos des vacances d'été. On va aussi parler des embauches d'enseignants, de l'affaire des Betaram et des suites à en attendre, mais également de retraite, puisque le dossier est loin d'être clos et vous le connaissez par cœur. Et puis dans cette émission, vous allez échanger avec quelqu'un que vous connaissez, qui a été votre collègue au gouvernement, Isabelle Rome, qui sort un livre sur les féminicides. Elle parle d'une affaire à laquelle elle a été confrontée lorsqu'elle était magistrate, et vous pourrez échanger avec elle. Mais on va commencer d'abord par les échos des meetings d'hier qui résonnent encore un peu aujourd'hui. Côté RN, Marine Le Pen a dénoncé une décision politique et une chasse aux sorcières à propos de sa condamnation à 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire des assistants parlementaires européens, devant ses partisans réunis tout près de l'Assemblée nationale hier. Et au même moment, chez Renaissance, Gabriel Attal, sur la scène de la Cité du Cinéma à Saint-Denis, a renvoyé la leader du Rassemblement national à ses propos sur la justice qui doit être ferme. Et au passage, il a recyclé sa fameuse formule qu'il avait sortie pour parler des jeunes délinquants. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Elisabeth Borne, c'est clair, net et direct. On a l'impression que là, c'est le maître d'école qui fait la leçon à son élève, Gabriel Attal, à Marine Le Pen, non? C'est un ton de quoi? De professeur Écoutez, je ne sais pas quel est... Enfin, le ton, c'est une chose, le fond, c'est autre chose. Et le fond, c'est quand même qu'il est effectivement paradoxal d'avoir un parti politique qui ne cesse de réclamer plus de sévérité de la part de la justice, qui a plaidé pour une inéligibilité à vie pour les élus qui sont condamnés dans le cadre de leurs fonctions et qui, depuis 1 semaine, conteste les décisions de justice, s'en prend aux magistrats et remet en cause finalement les principes de notre État de droit. Donc c'est quelque chose de grave. Le principe même d'appeler à une manifestation et à une pétition contre des décisions de justice, on voit que les masques tombent. Après des années de normalisation, le Rassemblement national renoue avec ses vieux démons et démontre qu'il conteste les fondements de notre démocratie. Hier, au vu de ce qui s'est passé du côté du RN, du côté de Renaissance, vous y étiez à Saint-Denis, est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était le coup d'envoi de l'élection présidentielle? Je ne sais pas si c'est le coup d'envoi de l'élection présidentielle. C'est ce qu'on lit ici et là, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous, comment vous l'avez ressenti? Alors moi, j'étais à Saint-Denis, comme vous l'avez dit. Ça sentait la présidentielle? C'était d'abord un moment qui était très attendu par nos militants. Vous savez qu'il n'y avait pas eu de rassemblement militant depuis, je crois, l'automne 2023. Donc c'était un moment qui était attendu par nos militants, qui étaient heureux de se retrouver. Et puis, évidemment, le fait qu'on ait cette contestation de l'état de droit par le Rassemblement national, c'était aussi l'occasion de montrer que notre parti politique défend l'état de droit, défend la séparation des pouvoirs, défend le respect des juges. Donc ça a effectivement boosté nos militants pour être très, très présents et très mobilisés hier. Au même moment, dans un tweet, Emmanuel Macron rappelait qu'il y a 9 ans, jour pour jour, il lançait son mouvement à Amiens. C'était les débuts d'En Marche, que vous avez rejoint, vous aussi, dès le début. 9 ans après, est-ce que Gabriel Attal, c'est la relève ? Je crois que le sujet, c'est pointé dans le tweet d'Emmanuel Macron. C'est qu'on a un travail à faire sur les idées.
Et moi, si je me suis engagée derrière Emmanuel Macron, c'est précisément parce que son projet, c'était de sortir des vieilles recettes du clivage gauche-droite, où on attendait l'alternance et on travaillait assez peu sur le fond, et que Emmanuel Macron a porté des idées fortes, avec le souci d'apporter des vraies réponses aux préoccupations de nos concitoyens. Mais quand vous dites qu'il faut relancer le travail sur les idées, ça veut dire que le logiciel est en panne? Ça veut dire que le monde a beaucoup changé depuis 2017. Et que la Macronie ne s'est pas renouvelée. Ça veut dire que le monde a beaucoup changé depuis 2017 et que je pense que c'est important. Il y a des choses qu'on a portées, notamment sur l'activité économique, la création d'emplois, la baisse du chômage. Là, il y a des résultats. Mais on est dans un monde où il y a des crises en permanence. On a eu le Covid, on a la guerre aux portes de l'Europe, on a maintenant les droits de douane imposés par Donald Trump. Il faut absolument pouvoir faire des propositions fortes aux Français. Et pour l'instant, il n'y en a pas. Naturellement que quand on a des événements qui se passent tous les jours, le gouvernement est d'abord au travail pour y répondre. Et vous savez que le Premier ministre, notamment, veut le 15 avril faire un point sur l'état de nos finances publiques et qu'évidemment on travaille pour se redonner des marges de manœuvre pour faire face à toutes ces crises. Mais il y a aussi un travail de fond. Et moi, hier, je réunissais le Conseil national, qui est le parlement du parti, pour lancer le travail des commissions, pour qu'on soit en ordre de marche, qu'on ait des propositions fortes à faire aux Français. Alors justement, parce que 2 ans nous séparent de la prochaine présidentielle, pour vous, est-ce que ce sont 2 années où il peut y avoir encore des réformes, ou bien est-ce que ça va être difficile et il faut, après tout, attendre la prochaine présidentielle? Je pense qu'il n'est pas question d'attendre la prochaine présidentielle, alors qu'on a toutes les crises que je mentionnais, et qu'évidemment les autres pays avancent. Donc pendant ce temps, il faut que nous aussi, on avance sur des sujets de fond, sur la façon dont on va en premier lieu protéger les filières économiques qui sont affectées ou menacées par les droits de douane qui viennent s'imposer à elles, dans lesquels il faut continuer à avancer pour que notre école prépare mieux les compétences de demain et ne laisse personne sur le bord de la route. Donc tous ces chantiers, ils sont en cours. Eh bien, on va commencer par l'éducation nationale, parce que c'est votre portefeuille du moment. L'éducation nationale qui embauche. Pour susciter des vocations, vous allez revoir la formation des enseignants, Sonia. Oui, et avec cette réforme, vous espérez combien d'enseignants supplémentaires et dans combien de temps ? Alors, j'espère surtout pourvoir tous les postes, parce que vous savez qu'en 2024, on a mis 16 000 postes au concours et 3 000 postes n'étaient pas pourvus. Donc l'objectif, évidemment, le nombre de recrutements dépend des départs en retraite, du nombre de postes globaux. Et l'objectif, c'est d'avoir beaucoup de candidats, c'est de redonner envie d'enseigner. Et donc de proposer à des jeunes qui sortent du bac des parcours lisibles sur le chemin qui peut vous mener au professeur des écoles ou à un poste de professeur du second degré. Est-ce qu'il y a des matières à privilégier, comme les mathématiques, par exemple ? Alors, il n'y a pas de doute qu'il faut privilégier les mathématiques, mais là, on parle à la fois des enseignants du premier degré, donc les professeurs des écoles, et des enseignants du second degré, donc des professeurs de français, des professeurs d'anglais, de tous les... Où sont les plus gros besoins actuellement ? C'est à peu près équilibré entre le premier et le second degré. Pour les professeurs des écoles, on va créer dès la rentrée 2026 une licence pluridisciplinaire. Donc un bac plus 3. Alors, on va créer d'abord cette licence qui va proposer des enseignements disciplinaires en maths, en français, en SVT, en histoire géo, pour qu'on prépare bien nos étudiants à devenir professeurs, avec un recrutement à la fin de la licence, et puis ensuite 2 années de master professionnalisant, et donc les professeurs des écoles demain seront titularisés, et tous les professeurs seront titularisés au niveau du Master 2. Donc pour être précis, Elisabeth Borne là-dessus, ça va avoir lieu dès la rentrée prochaine. À partir de... Non, la licence pluridisciplinaire se mettra en place à partir de la rentrée 26. Ce qu'on attend des universités, c'est dès la prochaine rentrée de proposer les préparations au concours de la prochaine session de recrutement. Il leur reste peu de temps pour s'organiser. Tout ça sera prêt. Alors, je peux vous assurer que j'échange avec les présidents d'universités. Elles sont toutes prêtes à le faire. Qui sont très motivés. Et moi, ce que je constate avec satisfaction, vous savez, je me suis rendu à Reims, dans une université qui prépare, qui préfigure déjà ce que peuvent être demain ces licences pluridisciplinaires. Et ce que je constate avec satisfaction, c'est que les candidats dans Parcoursup sont en augmentation d'année en année. Oui, mais... Donc, oui.
Pour les syndicats, quand même, en restant sur la question des formations des enseignants, pour les syndicats, le principal problème, ça reste le salaire. Les enseignants français sont parmi les moins bien payés en Europe. Ça reste quand même une anomalie. Alors, il y a 2 sujets. Moi, je souhaite qu'on mette devant les élèves des professeurs bien préparés. Et 4 professeurs sur 5 aujourd'hui nous disent qu'ils n'ont pas été suffisamment préparés, notamment à une gestion de classe, à la prise en compte d'élèves à besoins particuliers, des élèves en situation de handicap qu'on accueille plus nombreux que ça n'était le cas en 2017, et c'est une bonne chose, et il faut continuer cette école inclusive. Donc d'abord, des professeurs bien préparés. Mais bien payés aussi. Et naturellement, on a à prendre en compte aussi la dimension rémunération dans l'attractivité. Vous savez qu'on a revalorisé les débuts de carrière, on a revalorisé les fins de carrière. Il y a aujourd'hui une espèce de plateau assez désespérant pour les enseignants. Et donc, ça fait partie des sujets qu'on va aborder avec les organisations syndicales. Comment on permet aux professeurs, qui ont aujourd'hui le temps le plus long avant d'avoir des avancements par rapport à leurs autres collègues d'autres ministères, comment on leur permet d'avoir des vrais parcours professionnels. C'est un chantier qui va demander du temps. Non, c'est un chantier qui est à l'agenda social et on va leur faire des propositions pour dessiner des parcours de carrière. Et là, pour la rentrée prochaine, des propositions déjà ? Alors, ça ne se met pas en place. C'est pour ça que je vous posais la question. Un jour, vous voyez, si on dit qu'on revoit le déroulement de carrière, ça se met en œuvre progressivement. Mais donc, c'est des choses que je souhaite qu'on puisse décider effectivement rapidement avec les organisations syndicales. Quand vous dites rapidement, c'est-à-dire sur les choses. C'est à l'agenda social avec l'objectif d'aboutir d'ici l'été. D'accord. Juste pour revenir, pour être très clair, avec ces nouvelles licences pour former les futurs enseignants, combien de places seront disponibles ? Je ne peux pas vous le dire parce que, vous voyez, c'est des calculs en fonction des départs. Non, je vous dis ça parce que si on est intéressé... Grosso modo, vous voyez, en 2024, on a recruté 16 000 professeurs, la moitié à peu près dans le premier degré, la moitié dans le second degré. Donc, il pourrait y avoir 16 000 places. 16 000 places, oui, c'est l'ordre de grandeur en fonction des départs en retraite. Clément. Oui, il est prévu que l'épreuve de maths fasse son retour au bac pour tous les élèves dès l'année prochaine, sauf que ce sera désormais en classe de première. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir quelle forme prendra cette épreuve et quand est-ce qu'elle sera organisée précisément dans le calendrier scolaire ? Donc, elle se mettra en place pour le bac 2026. Donc, comme vous l'avez dit, c'est comme l'épreuve anticipée de français. On a une épreuve anticipée de maths. Je pense que c'est important pour marquer le rôle des mathématiques. Moi, je souhaite qu'on forme... notre pays a besoin qu'on forme plus de scientifiques, plus de chercheurs, plus d'ingénieurs, plus de techniciens. Et donc, ça marque l'importance qu'on accorde aux mathématiques. Et par ailleurs, vous savez qu'avec les modalités d'orientation au travers de Parcoursup, aujourd'hui, il n'y a plus de notes objectivées, nationales pour tout le monde, au moment où on fait ses choix sur Parcoursup. Donc je pense que c'est important qu'on ait un repère sur les compétences des élèves en mathématiques au travers d'un examen national. Mais à quoi va ressembler cette épreuve ? On évoque la possibilité d'un QCM, un questionnaire à choix multiples, qui serait commun à tous les lycéens, et puis une deuxième partie d'épreuve qui se différencierait entre les élèves scientifiques et les non scientifiques. Vous pouvez confirmer cela ? Alors, je vous confirme que, évidemment, l'épreuve, elle est adaptée pour ceux qui sont dans le tronc commun, qui ont les maths dans le tronc commun, ceux qui ont choisi une spécialité maths, et ceux qui poursuivent sur des options maths experts. Donc il y aura une partie adaptée, j'allais dire. En fait, naturellement, il y a le socle de base qu'on souhaite que tous les lycéens... Sous forme de QCM ? Enfin, ça, je ne vais pas rentrer dans ce sujet aujourd'hui, mais en tout cas, il y a évidemment un tronc commun. Je ne suis pas en train de décrire l'épreuve de mathématiques pour le bac 2026, mais donc il y a une base commune, c'est les compétences dont que les lycéens doivent maîtriser. Et puis ensuite, on tient compte de ceux qui ont des options, des spécialités mathématiques. Organisé en juin ? C'est ça, en même temps que les épreuves de français. Absolument. Coefficient 2, c'est ce qui circule. Sur c'est des détails très précis, mais qui sont importants. Vous avez des parents d'élèves en face de vous, c'est pour ça que ça les intéresse. Non, mais je vous assure que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai, c'est pour ça que ça les intéresse. Écoutez, je suis ravi que vous soyez très bien informés. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas encore pris les décisions. Bon, voilà. Donc, du coup, je vous les annoncerai une fois que je les aurai prises. Ce n'est donc pas officiel. Absolument pas. Et sur le Parcoursup, vous vouliez dire un mot ? Oui, la semaine dernière, François Bayrou s'est dit très interrogatif sur Parcoursup, estimant que l'orientation précoce profite en général aux élèves qui sont issus des milieux les plus favorisés. Est-ce que vous partagez ces interrogations du Premier ministre ? Le sujet, Parcoursup, finalement, c'est l'outil. C'est l'outil qui permet de rapprocher de nombreuses offres de formation
des demandes, des attentes de tous les jeunes qui souhaitent s'inscrire dans l'université, soit la première fois, soit en réorientation. Et vous savez que cette année, on a près d'1 million de jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup, dont 200 000 en réorientation. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain. Et naturellement, il faut aussi réfléchir à la façon dont on facilite les réorientations. Je vous le disais, il y a 200 000 chances à ceux qui auraient fait un choix qui correspond. Je pense qu'il faut offrir des chances tout au long de la vie. Vous voulez dire que Parcoursup dans la formation initiale et dans la formation continue. Parcoursup est trop strict et trop fermé aujourd'hui. Non, je dis que Parcoursup, c'est l'outil qu'on essaye d'améliorer d'année en année. Évidemment, le reproche qui est fait aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a ceux qui ont bien compris l'algorithme de Parcoursup et qui optimisent par leur choix d'options et ceux qui n'ont pas toutes ces informations. Donc c'est naturellement quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte. Mais fondamentalement, ce sur quoi il faut qu'on travaille, c'est qu'on soit capable d'accompagner chaque jeune pour qu'il puisse définir un projet de vie, un projet de formation, et qu'ensuite on lui donne le bon chemin pour le réaliser. Juste en un mot, Parcoursup n'est pas menacé. De toute façon, on a besoin d'un outil, et Parcoursup est un outil qu'on essaie d'enrichir. Mais qui n'est pas menacé, il ne va pas disparaître, il ne va pas être supprimé. On ne va pas renoncer à un outil qui nous permet de recueillir les souhaits des jeunes et de les rapprocher des formations auxquelles ils peuvent accéder. Donc c'est évidemment, je vous dis, c'est 1 million de jeunes sur Parcoursup cette année, c'est 10 millions de vœux exprimés par ces jeunes. Donc vous voyez qu'il faut absolument... Il faut qu'il y ait moins de vœux, quoi. Il faut qu'il y ait moins de vœux, c'est ça que vous voulez dire? Non, je ne dis pas ça. Je dis que il faut naturellement s'assurer qu'on n'a pas les biais que j'évoquais, c'est-à-dire ceux qui ont les codes et ceux qui ne les ont pas, et que par ailleurs, on accompagne davantage les jeunes pour qu'ils fassent des choix éclairés et qu'ils prennent les bons chemins en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils veulent faire. Quelque chose de plus juste, il faut remettre de l'humain dans l'histoire, en fait. Il y a de l'humain dans Parcoursup, vous savez, puisque les dossiers sont examinés. Oui. Je mesure parfaitement le stress des familles. Il faut personnaliser un peu plus. Donc, je pense qu'il faut accompagner en amont les jeunes pour qu'ils puissent définir un vrai projet de formation et un vrai projet professionnel. Mais accompagner comment? Avec les enseignants? On a des heures de formation qui sont prévues dans les emplois du temps, qui pour l'instant, nous avons annoncé des heures qui ne sont pas totalement intégrées dans les emplois du temps pour dire les choses de façon euphémisée. Et donc il faut que ces heures d'orientation, elles existent, que les jeunes puissent découvrir des métiers. Et donc on a une concertation en cours avec les entreprises, avec les régions. C'est là que ça pêche, c'est-à-dire que les heures d'orientation ne sont pas toujours effectives. Je vous le confirme. Donc elles doivent le devenir. Si on regarde un peu plus en détail, vous revenez, vous, ministre de l'Éducation, sur 2 réformes de Jean-Michel Blanquer, le recrutement à Bac+5 pour les futurs enseignants et la suppression des maths pour une partie des élèves de terminale. Et le Premier ministre critique aussi Parcoursup qui a été lancé par Jean-Michel Blanquer. Ça donne un peu le sentiment que pendant longtemps, Jean-Michel Blanquer a été cité un peu en exemple comme ministre de l'Éducation et que là, d'un coup, on revient sur tout ce qu'il a fait. Est-ce que ça pose pas de problème? Vous savez, on garde les fondamentaux et notamment le fait qu'on n'a plus les filières fermées qu'on avait notamment à partir du lycée. On garde des choses très importantes qui ont été portées par Jean-Michel Blanquer. On garde l'essentiel de ce qui a été... Entre-temps, il y a 6 années de perdu sur la formation des enseignants. On garde l'essentiel de ce qui a été porté par Jean-Michel Blanquer. Je pense qu'il faut que chacun soit conscient que ce monde de l'éducation et de la formation de nos jeunes, c'est un monde qui n'est pas complètement simple, qui ne répond pas... ce ne sont pas que des mathématiques. Et je pense que c'est normal et que c'est notre responsabilité d'évaluer ce qui marche, et dans ce cas-là, de le garder, et de voir quand on a un dispositif qui peut être amélioré, naturellement, il faut le faire. Laurent. Oui, sur un autre sujet, le sujet des vacances scolaires d'été, qui est un sujet qui fait toujours beaucoup parler. Le président de la République a plusieurs fois dit que ces congés étaient sans doute trop longs, que du coup les élèves perdaient en savoir, que c'était difficile de reprendre. Vous avez repris, je crois, ces propos. Quel est le projet? Est-ce qu'il y a vraiment un projet, quelque part dans un tiroir, pour raccourcir les congés d'été scolaires?
n'y a pas un projet dans les tiroirs parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut sortir de son chapeau. Ça concerne beaucoup d'acteurs, les élèves, bien sûr, les professeurs, leurs parents, les professionnels du tourisme. Donc, c'est quelque chose qui doit relever d'une grande concertation. Le Premier ministre a évoqué des pistes de concertation globale avec le CESE. Peut-être que ça peut faire partie de ces concertations. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qu'on va sortir d'un tiroir un beau matin. Et quelle est l'échéance? Parce que c'est vrai que parfois on se demande pourquoi ce sujet revient régulièrement et un peu agité, si vous me permettez, par le président de la République. Donc à chaque fois, ça fait énormément parler. On se demande mais qu'est-ce qui va se passer? Les secteurs du tourisme se posent des questions, les parents, les enfants, tout le monde se pose des questions. Et puis la réforme ne vient jamais. Donc est-ce que à un moment donné, vous aurez un projet et pour vous, quelle serait la bonne durée des congés d'été scolaires? Je ne vais pas vous répondre parce que ce sujet, il est aussi lié à la durée de la journée que l'on a quand on est à l'école, au collège ou au lycée. Ce sujet, il revient sans doute, et moi, il se trouve que je vais beaucoup dans des établissements scolaires. Les élèves posent la question, ils disent on a des journées trop longues. Alors ensuite, ça renvoie aussi à des débats sur les rythmes scolaires. Vous vous souvenez qu'on a eu à une époque des grands débats sur les rythmes scolaires. De 4 jours, tout ça. Voilà, donc du coup, ce sont des sujets, les élèves souhaiteraient avoir des journées plus courtes. Si on a des journées plus courtes, soit il ne faut pas être en 4 jours, soit il faut avoir des vacances plus courtes. Donc ce sujet revient effectivement, mais je vous dis, on ne peut pas décider sans mettre autour de la table tous les acteurs concernés. Maëlle ? Oui, alors j'ai plusieurs réactions qui me parviennent, notamment sur Parcoursup, qui fait beaucoup réagir. Quelqu'un, par exemple, pose la question « Admission post-bac est devenue Parcoursup, ça n'a rien changé. Chaque année, le nouveau ministre vient nous dire « On a compris, on va faire des évolutions. Pourquoi est-ce que rien ne change ?» On ne peut pas dire que rien ne change, parce que chaque année, d'abord, il y a une grosse différence avec l'application précédente qui tirait au sort les élèves et les futurs étudiants. Donc je pense que le tirage au sort, on peut dire que c'est... Voilà, je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que ça n'était pas une meilleure solution. Et puis, chaque année, Parcoursup a été enrichi. Par exemple, dans cette année, on a introduit la possibilité pour un lycéen qui envisage de postuler pour une formation d'avoir la probabilité ou les chances qu'il a d'être retenu en fonction de la filière qu'il suit et de ses notes. Donc on enrichit Parcoursup. Il y a une plateforme aussi à venir qui a été développée pour présenter les métiers aux jeunes. Mais je vous dis, c'est pas quelque chose de simple de répondre à des attentes d'1 million de jeunes en mettant en face la formation que chacun souhaite avoir. Je voudrais qu'on évoque l'affaire Betaram, des abus sexuels et des actes de violence dans cet établissement privé des Pyrénées-Atlantiques. 200 plaintes d'anciens élèves ont été déposées à ce jour. D'autres cas sont mis au jour au fur et à mesure, notamment encore aujourd'hui, d'après Radio France, à l'institution Saint-Dominique de Neuilly-sur-Seine. Une commission d'enquête parlementaire a été lancée. Les victimes espèrent que leur voix sera entendue. Mais vous allez entendre les 2 députés qui sont chargés de cette commission d'enquête. Et ce n'est pas facile. Comment est-il possible qu'une inspection constatant autant de dysfonctionnements puisse rendre des conclusions favorables sous réserve, avec en même temps des dizaines de plaintes d'enfants qui sont victimes? Le sujet de la lenteur et de la non-décision, de la dilution des responsabilités est extrêmement prégnant dans ce dossier du village de Riaumont. On a un préfet, un recteur qui font des alertes en 2017, qui s'adresse au cabinet du ministre de l'Éducation nationale de l'époque et qui demande une décision. Elle ne vient pas. Et elle ne viendra jamais, puisque c'est début 2019 que le directeur de l'établissement Riaumont, lui, indiquera que l'établissement n'accueille plus d'enfants. Pourquoi pendant près de 2 ans, donc, cette réponse n'est pas venue? C'est une des questions importantes pour nous désormais. Alors Riaumont, c'est près de Liévin, c'était une institution catholique. Aujourd'hui, c'est un village d'enfants. Ça n'est plus un établissement qui reçoit des enfants, mais qui l'a fait pendant des années. Qui l'a fait pendant peu de temps, de 2012 à 2019. Et qui a effectivement juste un petit mot sur la difficulté qu'ont eu ces 2 parlementaires quand ils sont allés à Riaumont, parce qu'ils ont eu des pressions des ecclésiastiques sur place. Ça a été parfois tendu, ont-ils dit. Est-ce que c'est normal que des représentants de la République soient reçus ainsi dans une institution catholique, en l'occurrence? Enfin, je n'ai pas en charge des conditions d'accueil par les institutions. Non, mais est-ce qu'au ministre de l'Éducation nationale, vous n'avez pas envie de dire attendez, les parlementaires doivent être reçus normalement? Je dis que les parlementaires doivent être reçus partout, a fortiori quand on est dans le cadre d'une commission d'enquête. Je pense que pour les interlocuteurs qui sont les miens, le président de la conférence des évêques, le secrétaire général à l'enseignement catholique, je pense que chacun a conscience de la gravité de la situation. Et
on travaille ensemble pour que de tels faits ne se reproduisent pas. Mais qu'il y ait des pressions sur le terrain, parce que c'est ça qu'ils veulent dire, les deux parlementaires. Oui, mais j'entends bien. Je pense que... Il y a des pressions sur le terrain. Je pense que la prise de conscience a été tardive et on voit tous les faits qui sont mis à jour, tous les témoignages qui sont absolument dramatiques d'anciens élèves qui ont pu avoir leur vie brisée par les violences qu'ils ont pu subir dans ces établissements. Voilà, tous ces faits, c'est important que la parole se libère. Et ma responsabilité... Mais il y a des réticences plus que des réticences. Même. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est d'agir pour que ça ne puisse pas se reproduire. Et qu'il n'y ait pas d'obstacle aux enquêtes. Et qu'il n'y ait pas d'obstacle aux enquêtes, et qu'il n'y ait pas d'obstacle au contrôle, aux inspections qu'on met en place. Et donc là, j'espère qu'on aura de la coopération dans tous les établissements. Clément. Le député Paul Vannier, qu'on vient d'entendre, pose une question très précise sur le fait qu'en 2017, il y a eu 2 demandes de fermeture qui ont été adressées au cabinet du ministre de l'époque par le rectorat et le préfet, et le cabinet ni le ministre n'ont répondu. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Vous n'étiez pas en responsabilité à l'époque, mais comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Je ne suis pas en mesure de vous répondre. Je pense que les décisions de fermeture, elles se prennent alors selon des modalités qui sont différentes depuis la loi confortant les principes de la République depuis 2021. C'est le préfet qui doit prendre les décisions, donc elles se prennent localement. Je ne suis pas en mesure de vous répondre sur ce qui se passait avant. Mais est-ce que ça signifie à vos yeux qu'il y a une responsabilité politique qui est engagée sur ce cas précis? L'absence de réponse du ministre et de son cabinet. Je ne vais pas vous répondre. Je pense que... Enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a fait diligence ces dernières années, que quand on a eu des établissements hors contrat, et en l'occurrence, on est en train de parler d'établissements hors contrat, il y a eu des décisions qui ont été prises, il y a encore eu des décisions récemment. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, pour ce qui me concerne, si on a des signalements, évidemment, on prend les décisions qui s'imposent. Maëlle ? Oui, alors la commission d'enquête parlementaire dont on parlait sur la prévention des violences dans le milieu scolaire, elle a pointé la multiplicité des numéros d'urgence pour les victimes. Notamment, on a par exemple le 119 pour les enfants en danger, le 3018 pour le cyberharcèlement, le 3919 pour les violences faites aux femmes. C'est déjà pas évident pour nous d'y voir clair. Comment en fait ça pourrait l'être pour un enfant victime? Alors je vais vous dire, c'est très simple. Et pour avoir moi-même rationaliser les numéros sur le harcèlement, évidemment, il faut avoir un numéro unique, mais vous voyez, tout ne peut pas arriver non plus au même endroit. Le 119, il doit être affiché dans tous les établissements qui accueillent des mineurs. Et dans les contrôles que nous allons opérer dans les établissements, y compris privés sous contrat, on s'assurera que ce numéro 119, il est affiché comme il doit l'être partout. Et qu'il est, y compris sur les cahiers de texte des élèves, que chaque jeune sache que le numéro de l'enfance en danger, c'est le 119. On va par ailleurs travailler pour que ce 119, quand les faits qui nous sont signalés, qui sont signalés sur cette plateforme, qu'on veut rendre aussi plus accessible, concernent un établissement scolaire, comme c'est le cas pour le 3018, les équipes académiques, les rectorats, soient immédiatement informés et qu'on puisse diligenter des contrôles. Sonia. Elisabeth Borne, on parlait de Riaumont à l'instant. Tout ça part de l'affaire Betaram, dont le nom est associé à celui de François Bayrou, qui a eu différentes versions pour se défendre. Est-ce que vous avez le sentiment que cette affaire l'a fragilisé? Je pense qu'il y a les faits et puis il y a les intentions politiques de ceux qui essayent de le déstabiliser. Et les faits en eux-mêmes, moi je pense qu'il faut qu'on ait en tête que quand il est ministre, il s'agit de violence, qu'il y a un contrôle. Je crois que tout le monde a vu le rapport qui a été rendu, qui conclut qu'il n'y a pas de violence particulière dans cet établissement Betaram. Voilà. Donc les faits sont là, et ensuite les manœuvres politiques, c'est autre chose. Donc dire qu'il ne savait pas, c'est correct. Vous savez, depuis des années, je ne crois pas qu'on se soit beaucoup préoccupé du contrôle des établissements privés sous contrat. C'est ce que je fais en mettant en place des remontées systématiques de tous les faits de violence, en mettant en place un numéro pour faire des signalements qui est plus accessible et mieux connu, et en faisant des contrôles, 40% des établissements contrôlés dans les 2 ans, avec les renforts qui sont prévus à cet effet. Alors justement, en restant sur Betaram, 200 plaintes vont ou ont été déposées donc, pour cet établissement pour des faits de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs. Est-ce que l'idée d'une fermeture de cet établissement est envisagée ? Vous savez qu'il y a eu un contrôle pendant presque une semaine par 8 inspecteurs.
moi, j'attends les résultats de ce contrôle que je n'ai pas encore. En fonction des résultats, on prendra toutes les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire que la fermeture d'établissement n'est pas exclue si c'est nécessaire. Enfin, je ne vais pas vous dire avant d'avoir lu le rapport, bien sûr, mais par principe, il peut y avoir des faits qui font l'objet de remarques, de mise en demeure, si je peux dire, de l'établissement. On peut suspendre, revenir sur le contrat quand il s'agit d'un établissement sous contrat. C'est la première étape, voire même s'il y a des faits qui sont d'une particulière gravité, on peut aussi fermer un établissement. Ça, c'est plutôt ce qui nous arrive dans des établissements qui sont hors contrat. Mais voilà, la panoplie, elle est là. Tout est sur la table. Justement, à propos d'enseignement confessionnel, Laurent Fargue. Oui, il y a un autre établissement privé qui va être dans l'actualité bientôt, c'est le lycée musulman Averroès, à Lille, qui avait perdu son contrat avec l'État suite à une décision du préfet. Il y aura une décision de justice le 23 avril. Si le tribunal administratif décide que ce lycée retrouve son contrat, c'est ce qui se passera. Il n'y aura pas de recours de la part de l'État ? Écoutez, on verra quelle serait la motivation pour contester la décision de l'État et en fonction, on pourra faire appel. Vous connaissez déjà les arguments, ils ont été donnés par le commissaire du gouvernement. Par le rapporteur public. Écoutez, on ne partage pas l'avis du rapporteur public, donc on verra ce que le tribunal... Qui dit, lui, qu'il n'y a pas de problème. Hein. Il se trouve que l'inspection disait autre chose, donc en fonction de la décision du tribunal, on pourra, le cas échéant, faire appel. C'est-à-dire, si le tribunal dit qu'il n'y a pas de problème dans cet établissement, l'État fera appel. Vraisemblablement. Laurent ? Alors, vous n'estimez pas que l'État a eu la main lourde sur cet établissement ? Parce que c'est souvent ce qui était reproché, de dire finalement c'est un lycée musulman, donc l'État a eu davantage la main lourde que sur des établissements catholiques type Stanislas, Beth-Aram, où il y a plus de bienveillance. Enfin, je ne vais pas vous refaire le dossier qui a conduit à revenir sur le contrat, mais il y a un certain nombre d'ouvrages, notamment, qui développaient des thèses qui sont tout à fait en opposition avec ce qu'on attend d'un établissement sous contrat. D'accord. Autre sujet. Non, mais alors, avant de ça, avant d'autres sujets, au-delà de ça, est-ce qu'il y a en France de la place pour un enseignement confessionnel musulman sous contrat ? Mais il y a de on a l'impression que c'est compliqué. Attendez, il y a de la place dès lors qu'on respecte les règles. Et quand on est un établissement sous contrat, on a des obligations en plus par rapport à un établissement qui ne l'est pas. Et notamment, par exemple, de toute façon, quand il s'agit de l'égalité entre les femmes et les hommes, les filles et les garçons, là, c'est ce qui s'impose à tout le monde. On ne peut pas revenir sur les valeurs de la République de façon générale, mais on a en plus les obligations de respecter le programme quand on est un établissement sous contrat. Donc voilà, il y a des obligations supplémentaires dès lors que tous ceux... Et quand on se crée, c'est au bout de 5 ans qu'on peut demander à avoir un contrat d'association avec l'éducation nationale. Mais quand on respecte les obligations, on peut bien sûr être sous contrat si on ne les respecte pas. Il n'y a pas de tabou avec l'enseignement confessionnel musulman. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous savez, on est dans une république laïque qui reconnaît la liberté des cultes et qui traite toutes les religions de la même façon. Laurent ? Oui, sur un autre sujet, vous disiez que vous vouliez renforcer les contrôles sur les établissements privés. Donc effectivement, on a vu en 20 ans la part des enfants issus de familles très aisées augmenter très fortement dans les établissements privés. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui avait dit que cette part est passée de 26% à 40% aujourd'hui en moyenne dans les établissements privés. Un de vos prédécesseurs avait commencé à faire une sorte d'accord avec les enseignements privés. Est-ce que vous allez renforcer aussi les contrôles pour instaurer davantage de mixité sociale dans les établissements privés? Alors là, on n'est pas dans l'ordre du contrôle. Les recteurs sont mobilisés pour que les principes généraux qui avaient été actés entre Pape Ndiaye, en l'occurrence, et le secrétariat général à l'enseignement catholique soient respectés. Ce qu'on peut constater factuellement, c'est que ce qu'on appelle les IPS, les indices de positionnement social, sont très au-dessus dans les établissements privés par rapport à ce qu'il peut y avoir dans les établissements publics. Et je pense que c'est important, cette mixité pour tout le monde. Donc naturellement, dans les dialogues qui peuvent exister entre les recteurs et ces établissements, c'est quelque chose qui est porté par les représentants de mon ministère. Vous voyez les premiers changements? Il y a déjà des changements de ces indicateurs, les pourcentages de... Je ne peux pas vous dire pour l'instant. Est-ce que ça s'améliore? Moi, personnellement, j'arrive, en tout cas, il y a quelques mois, et aujourd'hui, je constate qu'il y a des gros écarts. Et donc, comme il y avait eu cet engagement qui avait été pris, on va s'assurer qu'il est bien tenu.
Alors, de l'enseignement, de l'école à la retraite. La retraite à 64 ans est-elle remise en cause? François Bayrou a décidé de laisser la main aux partenaires sociaux jusqu'en juin. Et s'il y a accord, de faire voter les députés sur un nouveau texte. Sinon, ce serait votre réforme à 64 ans qui continuerait de s'appliquer, Laurent. Oui, alors première question, est-ce que vous êtes optimiste sur le fait que les syndicats et le patronat trouvent un accord à l'issue de ce conclave? Moi, je fais toujours confiance aux partenaires sociaux et je pense qu'on a toujours raison de leur laisser la main en priorité. Donc, s'ils trouvent un accord pour améliorer la réforme, très bien. Il s'agit aussi, et vous avez un rapport de la Cour des comptes, enfin une analyse de la Cour des comptes qui a été présentée en amont de ce conclave, qui montre que malgré la réforme, le système reste en déséquilibre, notamment parce que la situation économique n'est pas celle qu'on avait imaginée à l'époque. Donc, si on a des propositions des partenaires sociaux, et je pense que, vous voyez, quand moi j'ai porté cette réforme, mon objectif était de s'assurer de prendre en compte le fait qu'on n'est pas tous égaux face à la retraite et de permettre de partir plus tôt quand on a commencé à travailler tôt ou qu'on a des métiers pénibles. S'il y a des pistes d'amélioration, moi je suis naturellement très heureux si les partenaires sociaux peuvent se mettre d'accord. Justement, vous saluez les discussions entre partenaires sociaux. Avec du recul, est-ce que vous vous dites « j'aurais dû le faire, ce conclave » ? Alors, vous savez qu'il y a eu plusieurs mois de discussions. Je pense qu'on oublie un peu, et quand la Cour des comptes nous dit que cette réforme, elle ne rapporte pas tant que ça, elle rapporte que 13,5 milliards, oui, parce qu'il y a 7 milliards d'euros de mesures favorables, de mesures pour prendre en compte la pénibilité des métiers. On a proposé un fonds de prévention de l'usure professionnelle d'1 milliard d'euros pour prendre en considération ceux qui ont commencé à travailler tôt. C'est le célèbre dispositif, grâce au député Aurélien Pradier, des carrières longues. Donc il y a toutes ces mesures d'amélioration aussi pour les femmes. Donc on a 7 milliards d'euros de mesures pour prendre en compte les situations particulières qui résultent des concertations qui avaient été menées à l'époque. Et ce conclave a été initié par François Bayrou pour éviter une censure des socialistes. C'est vraiment une assurance tout risque? Enfin, je pense que dans la situation que connaît notre pays, dans la situation où on a des droits de douane qui menacent l'Europe ou qui ont même été décidés par le président des États-Unis, où on a la guerre aux portes de l'Europe et manifestement la Russie qui ne semble pas s'acheminer immédiatement vers un cessez-le-feu, quand on voit tous ces désordres géopolitiques, je pense que chacun peut reconnaître qu'on a besoin de stabilité. Donc ce serait irresponsable selon vous de censurer? C'est un message que vous adressez à Olivier Faure. Censurer sur quoi? Après ce conclave, si ça n'arrive pas à l'Assemblée. On va espérer que ce conclave permettra de déboucher sur des propositions. Je crois qu'il y a aussi un souhait des partenaires sociaux d'élargir le champ de leur réflexion. Et je n'ai pas de doute que les partenaires sociaux ont toute leur place pour réfléchir sur ces sujets, notamment d'amélioration de la réforme des retraites et sur d'autres. Comment rénover, assurer la pérennité de notre modèle de protection sociale en général. Oui, on entend de plus en plus de voix dans votre camp, Édouard Philippe, Gabriel Attal, pour soutenir une dose de capitalisation, qui serait alors une capitalisation sans doute obligatoire, publique. Est-ce que ça, vous pensez que c'est une piste de réforme qui peut voir le jour avant 2027, avant la prochaine échéance présidentielle ? De la capitalisation, et notamment, enfin, je pense que chacun a en tête qu'il y en a, notamment pour les fonctionnaires. Je crois qu'il faut avoir en tête que... si on doit mettre en place un système par capitalisation, ça veut dire que chacun cotise pour payer sa retraite demain. Et dans le même temps, on a un système par répartition et celui-là, il doit aussi être équilibré. Donc ça veut dire que chacun paye pour les retraités actuels. C'est une fausse piste. Non, je ne dis pas que c'est une fausse piste. Je dis que quand on superpose les deux, il y en a qui payent 2 fois. Donc si on doit aller dans ce sens, ça se fait forcément progressivement. Et ça ne dispense pas de remettre à l'équilibre notre système par répartition. C'est même primordial, c'est même la première étape, je pense que je vous entends. Je crois que c'est essentiel, oui. Clément ? Ce week-end, Gabriel Attal a proposé d'organiser un référendum pour détaxer massivement le travail, donc baisser les cotisations sociales, les cotisations salariales. Est-ce que vous y êtes favorable à la fois sur le fond, détaxer le travail, sur la forme, un référendum? Et si vous y êtes favorable, par quoi vous compensez le manque à gagner ? Alors, sur le modèle de protection sociale, vous voyez, moi je crois que ça fait des années que j'ai eu l'occasion de dire qu'il était très daté, en tout cas il porte la marque de sa création donc juste après la guerre, quand on avait beaucoup d'actifs, peu de retraités, parce qu'en général on ne passait pas des années à la retraite à l'époque, et
on a construit un modèle social qui fait financer ce qui correspond à du salaire différé, par exemple la retraite ou l'assurance chômage, par des cotisations salariales, mais aussi ce qui va moins de soi, ce qui se fait rarement dans d'autres pays, la politique familiale ou encore la politique de santé qui bénéficie naturellement, en tout cas dont les coûts concernent massivement des personnes âgées, des personnes qui ne sont pas des actifs. Donc forcément, il faut s'interroger sur la façon dont ce système a été bâti. À une époque, on a créé la CSG. Un référendum là-dessus. À une époque, on a créé la CSG qui a permis d'avoir une cotisation avec une assiette plus large. Je suis convaincu qu'il faut qu'on poursuive dans ce sens sur l'idée d'un référendum là-dessus. Comme les autres. Sur l'idée d'un référendum, je ne sais pas très bien sous quelle forme ce que Gabriel Attal et quelle question, parce que ça peut être très large la question. Très bien ce que Gabriel Attal, mais je peux vous dire que naturellement, le gouvernement qui a à réfléchir à l'équilibre des finances publiques et parmi les déséquilibres, on sait très bien qu'on a notamment notre protection sociale, sera amené à échanger avec les partenaires sociaux sur ces questions de financement de la protection sociale. Vous seriez favorable, par exemple, à demander un effort aux retraités pour contribuer davantage au modèle social? Je pense que la discussion, on va la faire dans l'ordre. D'abord, on va faire un état des lieux, on va présenter aux Français la situation de notre modèle social. Et ensuite, on en parlera aussi avec les partenaires sociaux et on verra la suite qui sera donnée. Revenons au débat politique. J'ouvrais tout à l'heure l'émission avec les meetings d'hier, notamment celui de Renaissance. 2027 est déjà dans toutes les têtes. Vous avez fait une proposition surprise il y a quelques jours dans le Figaro en proposant de rapprocher Renaissance et le MoDem pour créer une grande famille centriste. En tout cas, vous avez dit que vous n'étiez pas contre cette idée. Ça n'a pas été repris hier par Gabriel Attal. On verra s'il partage la même idée. Clément, sur ce sujet. Une question chacun sur la politique, ça va être très clair. Quand on vous lit dans le Figaro, ça peut donner l'impression que vouloir fusionner les deux partis, le MoDem et Renaissance, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence idéologique entre les deux. Alors c'est une bonne question. Je pense que la première étape, et je vous dis le travail que moi j'ai pu lancer avec le Conseil national doit y contribuer, c'est de préciser notre vision, notre ligne idéologique. La deuxième étape est ensuite de se demander s'il y a des différences entre les deux partis, MoDem et Renaissance. Moi, je vais vous dire, je me suis engagé en politique parce que je crois fondamentalement au rôle que peut jouer ce bloc central. Et ce n'était pas une surprise, j'ai eu l'occasion de le dire avant, j'ai même eu l'occasion de l'écrire dans un excellent ouvrage. Je pense que c'est important, ce bloc central, je pense, a un rôle majeur à jouer dans notre vie politique, tout ce qui peut le renforcer, et ça passe naturellement aussi par son unité, moi j'y suis attaché. Et Gabriel Attal, il est d'accord avec vous? Vous lui en avez parlé? On n'a pas eu l'occasion d'échanger récemment, mais je crois que ma position est connue. Il est à la tête du parti quand même, il est directement concerné. Oui, d'accord, on a aussi le droit d'exprimer des positions. Mais il serait d'accord, vous pensez qu'il serait d'accord, qu'il est partant pour ça? Franchement, ce n'est pas une idée nouvelle. Je pense que le président de la République en avait parlé déjà il y a quelques années. Je pense que si on est d'accord sur le fond, ça a un sens d'unir nos forces. Il n'y a pas de différence entre MoDem et Renaissance? C'est une question qui méritera d'être débattue par nos militants. Est-ce que vous en voyez, vous, des différences entre... Je vous dis, c'est une question qui méritera d'être débattue par nos militants. On parlait de Gabriel Attal. Sur ce plateau, vous disiez il faudra qu'il choisisse, sachant que Gabriel Attal est donc chef de parti, chef de groupe à l'Assemblée nationale. Il n'a pas choisi. Est-ce que ça devient urgent pour vous? Enfin, ce n'est pas mon urgence. Moi, je considère, et je n'ai pas changé d'avis, que ce sont deux fonctions à temps plein. Mais ensuite, chacun fait les choix qui lui appartiennent. Je peux poursuivre? Oui, allez-y. Hier, au meeting justement de Renaissance, Gérald Darmanin s'est exprimé. Il a déclaré « La place de Laurent Wauquiez et de Bruno Retailleau est parmi nous ». Est-ce que vous pensez qu'il faut élargir, pérenniser ce socle commun? Alors ça vous fait rire. Alors ça, c'est un rire franc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est un rire franc, on ne peut pas dire le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne crois pas que... Enfin, moi, je vous ai exprimé le fait que je suis très attachée au bloc central. Je pense que ni Laurent Wauquiez ni Bruno Retailleau ne revendiquent d'appartenir au bloc central. C'est pas eux qui revendiquent, c'est Gérald Darmanin qui leur fait des appels du pied. Oui, non, mais très bien. Moi, voilà, parmi nous, qui nous? Et donc, que répondez-vous à ceux qui parlent d'une grande primaire pour 2027 allant de Renaissance jusqu'au LR? Vous êtes plutôt contre, alors? Moi, je dis très clairement que je souhaite que soit portée la voix du bloc central
en 2027 et au-delà. Donc ça va de Renaissance à Modem. Horizon, l'UDI, donc c'est cette famille. Mais pas au-delà. C'est cette famille pas à les laquelle je suis Républicains. attaché. Mais je pense qu'ils ne le souhaitent pas, enfin soyons clairs. Peut-être pas eux, mais il y a des gens chez vous qui souhaiteraient les ramener chez eux, chez vous, je veux dire. Oui, enfin moi ça vous fait rire. Moi je suis attaché au bloc central et dans le périmètre de Horizon, l'UDI, Renaissance, le Modem. Oui, dans ce bloc centriste, justement, on voit déjà beaucoup de candidats sur la ligne de départ, on voit beaucoup de prétendants, mais pas tellement de candidates. Est-ce que vous le regrettez? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait aussi des femmes? Je crois qu'il est trop tôt, vous voyez, pour se mettre sur la ligne de départ. Je pense qu'il faut d'abord réfléchir à un projet qui redonne de l'espoir aux Français, qui leur redonne la conviction que ça ira mieux demain qu'aujourd'hui et que ça ira mieux pour leurs enfants que pour eux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont plutôt convaincus du contraire. N'empêche qu'il n'y a pas de femmes. Non, mais sérieusement, je vous dis ça, oui. Il n'y a pas de femmes qui soient... Peut-être parce que les femmes travaillent d'abord sur les idées, vous voyez. Alors, il n'y en a qu'une, c'est Marine Le Pen. C'est vrai, il n'y en a qu'une, c'est Marine Le Pen. Une forme d'héritage familial, oui. Oui, mais c'est la seule. Donc ça pose problème quand même, non? Qu'il y ait un problème sur la parité, l'égalité femmes-hommes, qu'il y ait du sexisme en politique, je vous le confirme, oui. Vous le ressentez encore, ça? Oui, je peux vraiment vous confirmer que c'est sans doute par rapport à d'autres univers que j'ai pu connaître, comme le monde de l'entreprise, un univers où il y a beaucoup moins de règles et de pratiques qui se sont développées pour assurer une certaine égalité entre les femmes et les hommes. Vous parliez du contexte international, justement, Laurent Fargue, il y a une question à vous poser là-dessus par rapport notamment aux chercheurs américains. Ah oui, absolument. Ouais, parce que c'est vrai qu'en 2017, on avait vu Emmanuel Macron organiser un peu une sorte de produit d'appel pour tous ces chercheurs américains. Là, on a vu des initiatives un peu éparpillées entre l'Université de Marseille, l'Université de Paris, Sciences et Lettres. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare à l'Élysée? Est-ce que vous préparez quelque chose pour accueillir de manière plus organisée les chercheurs venus des États-Unis? Je vous le confirme, je pense que chacun doit avoir conscience de ce qui se passe sur la recherche aux États-Unis. C'est une remise en cause, comme je pense on n'en a jamais connu, de la liberté académique, de l'indépendance de la recherche. Il y a finalement des mots-clés qui font que votre publication est proscrite. Il y a des bases de données qui ont été constituées pendant des décennies, qui ne sont plus accessibles, voire dont les contenus sont dégradés. Donc ce qui se passe est extrêmement grave. Et il y a beaucoup de chercheurs qui ne se sentent plus en situation... Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes de chercheurs américains? Oui, il y a beaucoup de demandes. Beaucoup, c'est-à-dire combien? 100, 200, 300 enfin... Alors moi, elles s'adressent et on les invite à le faire d'abord à nos organismes de recherche et à nos universités. Je crois que l'université d'Aix-Marseille dont vous parlez a dû recevoir près d'une centaine de candidatures. Et donc, du coup, il y a un vrai mouvement. Je peux vous assurer que quand on est chercheur aux États-Unis aujourd'hui, on voit qu'il y a des budgets qui sont coupés, qu'il y a par ailleurs des chercheurs qui sont licenciés et dans les agences de recherche, dans les agences aussi des personnes qui sont licenciées. Et puis il y a cette remise en cause de la liberté académique qui est fondamentale. Donc on se prépare en effet à pouvoir proposer d'accueillir ou de permettre de revenir quand il s'agit de chercheurs français ou européens. Donc pour tous ces chercheurs, ces laboratoires, voire ces données qui sont aujourd'hui menacées. Mais tous sans limite. Alors c'est un sujet qu'on porte au niveau européen et voilà, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Philippe Baptiste, a eu l'occasion d'en discuter avec ses homologues. J'espère que l'Europe présentera prochainement un programme sur le sujet. Rapide. Quand vous dites on se prépare, c'est-à-dire que vous allez débloquer des moyens financiers pour aider les universités françaises parce qu'elles disent on n'a pas les moyens de les accueillir. Oui, bien sûr. Donc certaines ont un peu plus de moyens et on annoncera des moyens financiers pour soutenir les universités. À quelle échéance ? Je pense que c'est dans les prochaines semaines que le président de la République... Donc il y a vraiment un plan qui est en place, clairement, pour accueillir des chercheurs américains. Je vous confirme. On va recevoir maintenant l'invité qui va débattre face à vous, ancienne ministre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, et qui publie un livre témoignage et récit sur une affaire de féminicide à laquelle elle a été confrontée. Son portrait est signé Marion Becker. Face à vous, Elisabeth Borne, une ex-ministre de votre gouvernement en 2022. Ce soir, notre invité nous propose une réflexion sur la mécanique des féminicides. Cette ex-magistrate, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes en 2022, vient de publier « Jouer
ou tuer. Un livre dans lequel elle dissèque le contrôle coercitif, le schéma d'emprise à l'origine de la majorité des féminicides et qui résonne avec l'actualité après la condamnation la semaine dernière à perpétuité du mari de Chahinez Daoud, brûlé vive à Mérignac en 2021, une affaire retentissante. Notre invitée analyse la mécanique à l'œuvre dans l'affaire d'Eliane sur laquelle elle a travaillé en tant que magistrate. Le contrôle coercitif est, écrit-elle, un mal insidieux, une violence invisible mais destructrice. Parmi ses caractéristiques figure la jalousie excessive basée sur le sentiment de possession de l'autre. Comme ministre déléguée puis comme magistrate, elle a plaidé pour une formation spécialisée au sein des tribunaux sur le sujet des violences intrafamiliales et la création de pôles spécialisés. Elle milite également pour l'inscription du consentement dans la définition du viol, car céder n'est pas consentir. Elle veut faire évoluer le regard sur la victime. Ce soir, face à vous, Isabelle Rome. Et Isabelle Rome fait son entrée sur ce plateau. Je vous laisse saluer la ministre. Ministre à ministre. Bonsoir Isabelle Rome. Je vous laisse vous installer. C'est les retrouvailles. Absolument. Vous étiez au gouvernement ensemble il n'y a pas si longtemps que ça. Pas très longtemps. Et je vous laisse échanger avec Elisabeth Borne autour des féminicides notamment. Bien, bonsoir Madame la Première ministre, bonsoir. Bonsoir Madame la ministre. Voilà. Je suis très heureuse de pouvoir échanger avec vous sur ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes, sur ce sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes que nous avons porté ensemble. Alors, dans ce livre, donc, Jouer ou tuer, en fait, j'ai souhaité décrypter la fabrique d'un féminicide et à travers des faits réels que j'ai eu à juger et montrer comment, à travers le contrôle, la domination qu'un conjoint peut exercer sur l'autre, eh bien, une marche presque inexorable vers le crime peut s'enclencher. Et à cet égard, donc, je me réjouis que la proposition de loi qui avait été déposée initialement par Aurore Bergé lorsqu'elle était encore députée ait été adoptée en première lecture à l'Assemblée puis au Sénat, visant donc à introduire cette notion de contrôle coercitif dans la loi. Nous avons aussi, depuis 2017, nous savons que l'égalité femmes-hommes, c'est la grande cause des deux quinquennats du président de la République. Depuis 2019, Grenelle des violences conjugales, nous avons pris de nombreuses mesures pour lutter contre les violences faites aux femmes en matière de protection, les téléphones graves danger, les bracelets anti-rapprochement. Vous voulez dire, c'est qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Voilà. Nous avons aussi pris sérieusement, au sérieux, la prise en charge des auteurs. Et pour autant, le chiffre des féminicides ne diminue pas de manière significative. Alors donc, toujours à peu près une centaine, et les discours sexistes perdurent et sont visibles dans les médias. Donc ce que vous voulez dire à Isabelle Borne, c'est qu'il y a encore du boulot. Voilà, c'est ça. Est-ce que, selon vous, il existe dans notre société une violence enquistée, structurelle, à l'égard des femmes et des filles, et si oui, comment l'endiguer? Alors, moi, je pense qu'il y a des siècles de violence sur les femmes, et dans une vie antérieure, moi, j'ai été nommée préfète en 2013, et j'avais été frappée de l'importance des violences intrafamiliales à un moment où on n'en parlait quasiment pas. Souvent sur fond d'alcool aussi, c'est un problème qu'on peut rencontrer. Donc cette violence, elle existe et elle est un peu indépendante des milieux sociaux. Elle peut exister aussi dans tous les milieux sociaux. Ce qui peut être préoccupant, c'est ce que mentionnait Isabelle Rome, c'est le fait que finalement, on voit que des codes masculinistes ressurgissent beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai été frappée là, par le documentaire que je n'ai pas vu en entier, mais qui est assez frappant, Adolescence, qui a été diffusé en Grande-Bretagne, où vous voyez à quel point les réseaux sociaux remettent ces codes de domination des garçons sur les filles. Donc, on doit évidemment agir au travers de toutes les mesures qu'Isabelle Rome rappelait, mais je pense qu'on a aussi à agir
en termes de prévention, d'éducation à Exactement. l'égalité. Et notamment entre à les filles l'école, et les Isabelle garçons. Rome, j'imagine, non? Ça peut commencer à l'école. Oui, tout à fait. Et cela me permet de parler aussi d'un sujet qui se rapproche et du sujet du consentement et du viol. Et on a vu l'année dernière l'impact des procès de Mazan en France, par leur ampleur. Mais on voit bien que le sujet du consentement est au cœur des relations humaines. Et là aussi, c'est une avancée que de voir introduite la notion de non-consentement dans la définition du viol. Donc c'est une première étape, puisque c'est ce qui a été adopté donc, à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin. Donc c'est une avancée. 2 minutes. Oui, c'est ça. Mais donc, justement, pour ce consentement, il est important que nos enfants, enfin que les jeunes soient sensibilisés. Je sais que vous y veillez dans le cadre de l'application de la loi 2001. Voilà. Mais des parents disent que cela devrait être traité seulement dans les familles. Donc, que répondez-vous à ces familles qui ne souhaitent pas que ces sujets soient abordés à l'école, mais seulement dans la sphère familiale? Alors, je réponds que, comme Isabelle le sait bien, il y a 160 000 agressions sexuelles sur des mineurs chaque année, essentiellement dans la sphère familiale. Justement, c'est ce que vous dites, Donc, Isabelle Rome, les obstacles, c'est dans la famille. Notre responsabilité, c'est d'apprendre aux jeunes que leur intimité, leur corps doit être respecté, de leur apprendre cette notion de consentement et de leur apprendre aussi à identifier des adultes de confiance pour pouvoir se parler, libérer leurs paroles. Vous dites, Isabelle Rome, c'est que même des parents s'opposent à ce que cette éducation soit faite à l'école. Oui, alors elle est obligatoire en fait. Oui, mais il y a des parents qui font pression. Elle est obligatoire depuis 2001, mais il n'y avait pas de pression. programme. Et donc désormais, il y aura un programme qui a été approuvé à l'unanimité du Conseil supérieur de l'éducation avec des représentants des parents. On informera en début d'année les parents du contenu de l'enseignement qui va être présenté à leurs enfants, mais ces séances se tiendront puisque ça fait désormais partie du programme. Merci Isabelle Rome d'être venue échanger avec Elisabeth Borne. Vous avez une question très rapide. Très rapidement, il y a quelqu'un qui s'interroge. Vous avez été volontariste dans vos politiques climatiques, notamment avec la mise en place d'un secrétariat général à la planification écologique. Ce quinquennat sera-t-il écologique ou ne sera-t-il pas? Oui ou non? Je pense qu'il ne peut pas être autre chose parce que malgré toutes les crises nouvelles, la crise écologique reste là. Merci Elisabeth Borne d'avoir été avec nous dans l'indice et politique sur LCP. C'est la fin de cette émission. Merci à mes confrères et consoeurs de m'avoir accompagné. Merci encore Isabelle Rome d'être venue sur ce plateau. Bonne soirée sur la chaîne parlementaire et à bientôt.